Aujourd'hui, je vais parler en fait de la partie 2 de comment j'ai débuté le skate et puis jusqu'à ce que j'arrive pro. En fait, la dernière vidéo, ce que je me suis arrêté là où je suis passé pro chez Quicksilver avec un premier contrat quand j'étais allé au Quicksilver. Je crois que je me rappelle le nom, je crois que c'était le Quicksilver Pro Junior ou un truc comme ça, à Cap-Breton, qui était sur la plage, et où du coup on avait fait une compète, et puis le team Quicksilver était en train de se faire, et puis où j'étais passé pro avec mon premier contrat chez Quicksilver. Et donc après j'ai continué en fait de skater, comme je vous disais à Annecy, on skatait tout le temps à Annecy. Je continue de progresser. Moi, mon but c'est d'apprendre le plus de tricks possible, de devenir le meilleur possible. Et puis en plus avec Quicksilver et puis les marques qui me sponsorisaient, ça me motivait, ça me donnait envie d'aller de l'avant. Et puis voilà, toujours faire des plus gros tricks, progresser. Et puis mon rêve était de vraiment vu qu'il y avait des choses de plus en plus dingues qui se passaient, mon rêve c'était d'aller de plus en plus loin et ensuite devenir pro, vraiment aller pour être pro aux États-Unis quoi, et à l'international. Et donc ce que j'ai fait, c'est j'ai continué de faire les compètes, j'ai continué de skater à Annecy avec tout le monde. J'ai fait les compètes qu'il y avait en France, en Europe, et puis les tournées des compètes pro, la Prague Mystic Cup, Lausanne, Dortmund, qui du coup a remplacé Monster, parce qu'avant c'était à Monster, la compète ultra connue, et ensuite c'était devenu Dortmund. Et puis donc toutes ces compètes de l'été où tous les pros venaient, et ça me permettait de rencontrer à chaque fois des nouveaux pros, puis des gens que je connaissais pas mais que je voyais dans les vidéos, qui me faisaient halluciner, et ça me faisait trop plaisir de skater avec eux. Et à chaque fois c'était vraiment les compètes que j'attendais le plus quoi. Donc sur ces compètes là, ça m'a permis de rencontrer, comme je vous dis, des pros, et dont j'ai rencontré sur ces compètes Pierre-Luc Gagnon et Max Dufour, qui étaient canadiens. Et du coup, c'était assez facile de communiquer avec eux parce qu'ils parlaient français. Donc, vu qu'ils venaient du Québec à Montréal, alors que les autres pros, en général, étaient plutôt américains ou de anglo-saxons. Et c'était plus compliqué. Moi, j'étais assez jeune. Enfin, j'avais 14 ans à cette époque-là. Et du coup, je parlais pas très bien anglais. Je commençais à apprendre, mais bon, pour communiquer et se faire des copains, c'était pas facile. Et mais avec eux, ça a bien collé, ça a matché, et puis on est devenus assez amis, et puis on s'est échangé les contacts, tout ça. Et du coup, ça m'a permis de créer des liens. Et puis un jour, c'est Pierre-Luc et Max qui m'ont dit viens skater à Montréal quand tu veux, t'es toujours le bienvenu, ça serait génial que tu viennes. Et puis moi je trouvais ça dingue parce que c'était Max Dufour, c'était un des skateurs qui était parmi les meilleurs au monde en rampe, et Pierre-Luc Gagnon qui était un peu une star montante du skate. Il était passé pro aux États-Unis grâce à la compète du Warped Tour, qui était le Warped Tour Vans, et qui c'était un peu une des compètes clés qui ont révélé beaucoup de skateurs, dont Giorgio Zattoni, donc Pierre-Luc Gagnon. Il y a eu beaucoup de skateurs qui sont sortis pro grâce à cette tournée, mais qui après ils ont arrêté, maintenant ça n'existe plus. Mais voilà, c'était Pierre-Luc, il avait gagné le Warped Tour, et puis c'était une des stars montantes du skate. Et il m'avait du coup invité. Pierre-Luc m'avait dit si tu veux, tu viens à la maison, tu viens chez moi, et puis on ira skater quoi. Donc je trouvais ça trop cool. Ça m'a permis de voir autre chose, et puis de me dire ouais, carrément quoi. je vais venir, c'est trop bien. Et donc voilà, j'avais 14 ans, et en plus de skater à Annecy et puis d'aller à toutes ces compètes l'été, quand toutes ces compètes étaient terminées et que la saison était un peu finie, et puis que les pros étaient plus calmes, et que Pierre-Luc aussi était chez lui, et puis de retour à Montréal. Et du coup je lui ai dit moi ça me dirait bien de venir skater avec vous, et puis et du coup il m'a dit pas de problème, viens. Et du coup je suis allé 2 semaines skater avec eux à Montréal, et c'était complètement fou parce que moi c'était la première fois que je partais de l'Europe, ou que je traversais l'Atlantique pour aller en Amérique.
Et moi, le Québec, Montréal, c'est pas les États-Unis, mais ça y ressemble pas mal. C'est très américanisé, même si ça reste francophone. C'était la première fois sur le sol américain pour moi. Et c'était un truc de dingue. Et donc, je suis arrivé là-bas, et puis on a commencé à skater. Et puis je me rappelle, on skatait la rampe, la rampe de Pierre-Luc et de Max, qui était au Taz, au skatepark du Taz, qui était le vieux Taz en centre-ville de Montréal. Et c'était cool, quoi, parce que c'était vraiment une rampe très sympa. Enfin, c'était vrai. J'ai des photos là de quand j'avais 14 ans. Là, ça c'est moi au Taz à Montréal, sur la rampe de Pierre-Luc et Max Dufour. Ça c'était un backsider, j'avais 14 ans. Et là, j'étais en nose grind, un nose grind, voilà, avec sur la rampe. C'était cool. C'était vraiment, c'était un moment de dingue parce que moi, enfin, c'était mes débuts outre-Atlantique et je trouvais ça complètement fou, quoi. Ça m'a permis de voir autre chose et puis de progresser parce que même s'ils sont francophones, ils ont quand même une certaine mentalité américaine. Parce que leur façon de vivre est plus américanisée. Mais ils ont aussi skaté plus sur le tour international. Ils avaient un niveau bien plus élevé et un état d'esprit différent que celui qu'on peut voir en France. Et puis, enfin moi, en grandissant en France, c'est vrai que sur les compètes, quand je m'entraînais, on n'a pas le même état d'esprit. On va avoir un état d'esprit un peu plus fermé. Ah, c'est difficile. On va être un peu plus pessimiste. Et puis c'est vrai que ça peut freiner parce que c'est tellement mental et ça demande un état d'esprit très ouvert et très positif pour vraiment progresser et devenir bon et très très bon, que leur état d'esprit m'a énormément ouvert les yeux sur ce que je pouvais faire. Et leur état d'esprit, c'était à l'américaine, c'était vas-y, tu peux le faire, t'as juste à essayer, fonce, vas-y, fonce. Et donc, ça m'a permis d'appréhender les tricks différemment. Et donc, d'aller essayer des tricks encore plus durs. Et voilà, j'ai changé mon état d'esprit parce que je me suis dit, c'est pourquoi s'emmerder à avoir un état d'esprit plus pessimiste, à se dire ah c'est dur et puis je sais pas si je vais y arriver, comparé à vas-y fonce, tu vas y arriver, y a aucune raison que tu y arrives pas et t'en es capable. Et donc voilà, ça m'a permis de vraiment passer un cap mentalement, l'état d'esprit, ça a ouvert mon état d'esprit et ça m'a permis de passer un cap. Et donc ça, c'était un premier voyage quand j'avais 14 ans. Et donc ensuite, je suis rentré en France. J'ai reskaté la rampe d'Annecy. Je continuais, progressé. L'année d'après, rebelote. On repart sur toutes les compètes. Et puis on faisait des tournées globe je me rappelle, avec Chloé Bernard, et puis qui était team manager. Et puis avec tous les Terence Boukdour, Florent Viard. Il y avait Yann Garin. Il y avait David Couliot sur le team globe. Et enfin, c'était cool, quoi. C'était vraiment des tournées Europe où on faisait le tour des compètes de World Cup Skateboarding avec Prague, Dortmund, Lausanne et tout ça. Et c'était classe, quoi. Et donc l'année d'après, je suis retourné donc quand j'avais 15 ans à Montréal. Et puis Max Dufour, qui avait la marque Premium, m'a dit bah tiens, si ça te dit, je peux te filer des planches si ça peut t'aider. Et puis et voilà, quoi. C'était des planches fabriquées au Canada, c'est avec du bois Maple Canada et tout. C'était vraiment de la bonne qualité. Là, c'est une des boards que je skate. Là, c'était une premium et c'était vraiment des bonnes planches. Et moi, j'étais comme un fou, quoi. Évidemment, encore un nouveau sponsor qui vient puis qui veut m'aider puis qui veut me donner des planches et tout. Et c'était vraiment classe, quoi. C'est surtout aussi parce que j'étais un jeune ramp rider, je skatais la rampe et puis eux, ça leur faisait plaisir de m'aider. Enfin, Max et Pierre-Luc, il était aussi pro chez Premium parce que Max c'est son pote et donc voilà, c'était vraiment devenu une partie de la famille skate. Et puis dans le milieu, c'était vraiment classe de traîner avec eux. Et puis c'est vraiment des gens que j'ai toujours adoré. Et puis
toutes ces années du coup de 14, 15 à 16 ans. Salut Nina! Toutes ces années où j'ai passé à skater de 14, 15 à 16 ans, avec Premium, Max, j'allais chez eux tous les ans au Canada. Ensuite, quand j'avais 16 ans, après avoir continué toutes ces années, toutes les compètes, on avait fait la tournée Premium où on était parti de Montréal jusqu'à Miami. Donc j'avais pris l'avion de France, j'étais allé à Montréal, j'étais resté chez Max. Ensuite il y avait le van Premium, ils avaient organisé toute une tournée, c'était génial. Et puis moi c'était ma première fois que j'allais aller aux États-Unis. Donc on est parti de Montréal et puis on a fait toute la route. Quand on a fait toute la route, l'État de New York, Caroline du Nord, Caroline du Sud, la Virginie, ensuite jusqu'à la Floride et tout. Et sur le chemin, on a skaté. Il y avait à chaque fois, on s'arrêtait sur des skateparks et puis c'était complètement fou parce que en Europe, il y avait pas vraiment. C'était encore une époque où il y avait pas un nombre dingue de skateparks comme on peut voir maintenant. Et puis on est arrivé aux États-Unis et puis il y avait une quantité assez folle de skateparks. Et c'était un autre monde, quoi, un autre monde du skate. Même si par rapport à maintenant c'était pas autant développé, mais par rapport à l'Europe c'était énormément développé. Et voilà, traîner avec tous ces mecs, faire la tournée Premium, c'était ma première tournée pro, enfin pas pro chez Premium, mais avec les pros. Et on était allé du coup jusqu'à Miami et Tampa. Le but, c'était d'aller à Tampa Amateur, la compète Tampa Am, qui était les championnats du monde amateurs et qui le sont toujours. C'est une des compètes références qui, à l'époque, c'était la référence avec le Warped Tour. Mais maintenant, une fois que le Warped Tour s'était arrêté, c'était devenu la référence. Si tu gagnes la compète à Tampa en amateur, c'est les championnats du monde amateur. Après, tu passes pro. C'est la suite logique à suivre. Donc, tous les meilleurs amateurs du monde se retrouvaient à Tampa. Mais le niveau était complètement dingue. Moi, je me rappelle la première année, quand j'avais 16 ans et j'y suis allé, il y avait les skateurs, il y avait Billy Marks, il y avait Kevin Long et Spanky, ils étaient tous encore amateurs. Puis après, donc, ils se sont passés pro parce qu'ils avaient un niveau de fou, quoi. Ils étaient vraiment forts. Et alors eux, ils étaient en street, mais moi, j'étais en rampe. Mais voilà, c'était vraiment des skateurs assez dingue. Après j'ai vu leur évolution, puis c'était marrant parce que je les avais rencontrés quand ils étaient encore amateurs et puis assez jeunes. Mais cette année-là, j'avais pas fait grand-chose à Tampa amateur. J'avais 16 ans, j'avais pas eu un super résultat. Et donc bon, du coup, c'est pas grave, c'était ma première fois aux États-Unis. Je me suis dit, c'est juste génial d'être sur place et d'être là. Et c'était l'année 2001 quand j'avais 16 ans. Et donc ensuite après pas avoir fait grand chose à Tampa, on est allé skater d'autres skateparks, on a skaté des rampes à Miami, on a visité, on était allé vers Fort Lauderdale, Miami, etc. Et donc après on était retourné en France. Mais je savais qu'il fallait que je reparte aux États-Unis parce que en étant allé là-bas une fois, je me suis dit, vous savez, quand on n'est jamais allé et qu'on voit tout à la télé ou dans les vidéos et puis qu'on est en France, on mystifie un peu tout ça et on se dit waouh, c'est un autre monde, c'est hors de ma portée, c'est loin de moi, c'est voilà. Mais une fois qu'on y est allé, qu'on a touché, qu'on a goûté, on se dit en fait c'est un peu comme ici, c'est juste la vie et c'est une culture différente et la vie est juste un peu différente, mais c'était une super expérience. Et donc c'est l'année d'après où j'étais rentré déjà de Tampa, j'étais rentré surmotivé, hein. Donc après en rentrant en France, après j'ai commencé à monter en niveau, à prendre plein de tricks. J'étais à fond, quoi. Et du coup les 540, les McTwist, tous les tricks que j'ai pu apprendre justement avec cet état d'esprit que sur 2-3 ans à skater déjà au Canada avec eux tous les ans, et puis sur les compètes que j'ai pu acquérir et développer, c'est vraiment cet état d'esprit qui m'a permis de percer vers le haut, vers des tricks qui étaient vraiment de plus en plus durs, parce que c'est tellement mental la façon d'appréhender un tricks.
c'est déjà plus de la moitié de la réussite du tricks. Et donc, ça m'a permis de vraiment aller beaucoup plus loin. Ensuite, je me rappelle, je faisais toujours les compètes en France. On allait à Nantes, au skatepark de Nollywood. C'est avec Christophe Betty et puis avec Sirocco, tout ça. C'était génial. Après toutes les années, on allait aussi au skatepark de Rouen, on retournait aux compètes. Enfin, tout ce qui était Coupe de France, Championnat de France, tout ça. Je continuais de les faire jusqu'à ce que j'ai 16 ans, 17 ans. Après, en fait, une fois que j'ai eu 17 ans, j'étais toujours à l'école et moi, ce que je voulais, c'était être pro. Et une fois que j'ai eu 17 ans, en fait, j'avais redoublé ma 3e en France. Et une fois que j'allais passer au lycée, je dis non, mais c'est bon quoi. Moi, je veux faire du skate, je veux faire pro, je veux être pro, je veux faire que ça. Je veux faire que du skate et je veux aller aux États-Unis, je veux réussir là-bas, je veux être sponsorisé, je veux être pro. Et c'était un truc mais de dingue. Moi, enfin, dans ma tête, quand je skatais, je me voyais déjà skater. J'en transpirais mentalement me visualiser à skater dans les plus gros stades, dans les plus grosses compètes, être pro avec les voilà. Enfin, j'en transpirais quoi. Et quand j'ai eu 17 ans et que au lieu de passer au lycée, j'ai dit c'est bon, c'est pas pour moi. Et du coup, j'ai un peu plaqué l'école, ce que je recommande pas à tout le monde. Maintenant, je ferai les choses différemment, mais en tout cas à l'époque, c'était moi ce que je voulais. Et je suis parti en Californie, à San Diego. Et je me rappelle, la première fois, j'y étais allé avec Max, parce que Max y allait, donc j'ai pris l'occasion d'y aller avec Max Dufour, parce qu'il connaissait un peu le coin, et puis il m'orientait un peu pour savoir où est-ce que je pouvais aller, et puis pour aller skater les rampes. Et donc je me rappelle, on était allé à une compète c'était à Pomona, la première fois que je suis allé en Californie. J'étais allé à une compète avec Max Dufour à Pomona, donc avec Premium et tout ça. Et puis ensuite, Max était rentré au Canada, et puis moi j'étais allé à San Diego. Il m'a dit, ouais, à San Diego, là, le skate... Ah, ça a tourné. Alors attends, ça, il y a eu un bug. Qu'est-ce qu'il me fait? Alors, je suis là. Alors là, le téléphone, désolé tout le monde, le téléphone est en train de faire un truc de ouf. Bon, alors. Tourner au téléphone, vous pouvez pas tourner au téléphone pendant l'enregistrement. Hop. Je vais rester comme ça. Le téléphone a fait un truc de fou furieux là. Alors du coup alors pour reprendre, j'étais parti à San Diego. Et mais à San Diego en fait, ce qui était compliqué, c'est que si t'as pas de voiture, c'est vraiment super compliqué de se déplacer. Et donc quand tu vas et puis que tu dois faire des kilomètres et des kilomètres à chaque fois pour aller skater les rampes, c'est super compliqué. Et moi, j'avais 17 ans, j'avais pas de voiture, j'avais pas le permis. Au début, j'étais allé chez Pierre-Luc. J'étais allé habiter chez Pierre-Luc à Carlsbad. Et mais bon, je pouvais pas y rester pendant trop longtemps, quoi. C'était chez lui. Et puis après, j'étais parti. J'étais allé à l'hôtel. Et puis j'ai à peu près un hôtel qui était pas trop loin du YMCA. C'était un des skateparks où il y avait une des meilleures rampes à San Diego. Et où beaucoup de pros allaient skater. Il y avait Taz Papas, il y avait tous les Bucky Lasek, Tonio qui allait de temps en temps. Il y avait Kevin Stab, il y avait plein de jeunes aussi qui skataient et qui avaient à peu près mon âge et qui commençaient à bien déchirer. Et du coup, ça m'a permis de pouvoir skater là-bas tous les jours et j'y allais à pied, quoi. Et c'était un peu une galère parce que même de l'hôtel au skatepark, il y avait quand même une bonne demi-heure de marche. Et c'était des années un peu compliquées au début. Et puis
les débuts à San Diego étaient vraiment pas faciles parce que déjà j'étais tout seul, ensuite j'avais pas de voiture, voilà, donc toutes ces choses qui faisaient que je pouvais pas avoir une vie très libre et très sociable, c'était compliqué. Et mais après là-bas j'ai fait pas mal de rencontres, évidemment. À force de skater, je me suis dit bon bah de toute façon tu y es, tu skates, tu vas rencontrer du monde. Et j'ai rencontré pas mal de monde, dont Buster Alterman, qui était, enfin lui il était super cool quoi. Il m'emmenait, il y avait d'autres skateurs qui un pouce qui s'affiche. Il y avait, il m'a emmené skater les rampes avec, les rampes de DC, les rampes de Danny Way, Colin McKay, tous ces mecs. Parce que moi je les connaissais pas, ces gens, juste de vue, je les ai peut-être vus une fois, mais pas assez, je les connaissais pas assez pour aller skater leurs rampes et leur dire ouais j'arrive, salut les mecs. Et voilà, il y avait beaucoup de rampes privées. Et donc Buster, il était vraiment super cool. C'était un des meilleurs skateurs au monde en plus, et c'est une des légendes du skate de tout temps. Et à chaque fois, il m'appelait, je l'appelais, puis on s'organisait des sessions. C'était vraiment, il avait le cœur sur la main, toujours en train de faire les bonnes actions envers moi, me rendre service et chercher à ce que je me sente bien et puis que je passe un bon moment. C'était vraiment cool de sa part. On allait skater DC, on allait skater la rampe de Bob Burnquist. Il y avait, on se retrouvait au YMCA, on skatait ensemble. Enfin, c'était vraiment génial. Et il m'a énormément aidé pour pouvoir rencontrer du monde, aller skater des rampes sur lesquelles j'aurais pas pu skater tout seul. Et voilà, c'était extra. Et ensuite, j'ai aussi rencontré d'autres skateurs. Il y avait des skateurs style Tony Magnusson, il y avait Chris Miller, Mike McGill. Il y avait Kevin Stab, enfin il y a plein d'autres skateurs, Matt Moffett, il y avait vraiment plein de skateurs qui étaient sympas et qui permettaient d'avoir des sessions à très haut niveau. Et enfin voilà, c'était le YMCA où je skatais beaucoup. Et puis j'avais rencontré aussi les jeunes Alan Young et Rob Lorifice, ils sont devenus des amis. C'était un peu tous la même bande, et pour moi je suis un peu rentré dans la bande. On avait un peu tous le même âge. Et bref, ensuite il y a un moment où j'ai commencé en fait à skater un peu plus avec Kevin Stab. Et puis Kevin Stab, je lui envoyais des messages, et puis il me renvoyait des messages, et puis on skatait ensemble, et puis c'était quelqu'un que j'appréciais énormément. Et puis bon, je le connaissais pas super, c'était pas quelqu'un que j'avais vu le plus en vidéo, mais j'adorais skater avec lui, très sympa, très bien. Et bon, bref, en tout cas, à ces périodes-là, je devais faire les allers-retours avec la France parce que j'avais pas de visa encore trop long terme, donc je retournais en France et ensuite je retournais aux États-Unis. Et puis c'était un peu la galère de devoir faire tout ça, mais bon après j'ai fait avec et puis ça a bien fonctionné. Et puis après ça, donc il y avait Rob Lorifice qui du coup m'avait proposé d'aller habiter chez eux. Donc j'étais allé habiter chez eux, et puis ça m'a bien aidé parce que bon, de rester à l'hôtel c'est bien, mais tout seul après ça m'a permis de rencontrer plus de monde. Et puis Rob et sa famille m'ont bien aidé aussi parce que ils m'ont permis ils m'ont emmené en voiture. Ils avaient le cœur sur la main, vraiment cool. Et jusqu'à ce que je puisse passer mon permis quand j'ai eu 18 ans. Et donc c'était un peu sketchy, mais j'ai réussi à avoir mon permis avec une carte d'identité permis de conduire américaine quand j'ai eu 18 ans. Et bref, d'un truc à un autre, l'année est venue à mes 17 ans de retourner à Tampa Am pour refaire à nouveau une tentative de me placer. Et donc c'était en 2002, et cette année-là, je suis arrivé, c'était sketch quand je suis arrivé à Tampa, il y avait des hôtels avec tous ceux qui y sont allés savent très bien que les hôtels à Tampa, à côté du skatepark, c'est vraiment sketchy. Et bref, j'avais pas des
beaucoup d'argent, donc je me suis pris un hôtel qui était pas très cher et puis qui me permettait de pouvoir juste dormir et puis et faire ce que j'avais à faire. Et puis bon, bref, d'une chose à une autre, cette année-là, j'ai gagné Tampa Am. Et c'était un peu un rêve. J'étais un peu fou parce que je trouvais ça complètement dingue parce que c'est la compète de référence et le fait de skater et tous les jours aux États-Unis à San Diego à partir de l'âge de 17 ans. Ça m'a permis de monter encore plus en niveau et puis en maîtrise, en tout et puis enfin voilà, donc je suis allé à Tampa mais j'ai gagné. Et donc là, c'était vraiment le début où les gens ils me regardaient comme un amateur, qui skatait la rampe, le petit gamin français qui arrivait et puis qui skatait. Et puis quand j'ai gagné Tampa, il y a des gars, ils ont commencé à me regarder un peu plus sérieusement en me disant ah génial, félicitations. T'as gagné Tampa Am, maintenant tu passes pro, et puis voilà, maintenant j'étais catégorisé comme maintenant t'es pro, aux États-Unis, à l'international. Et donc c'était le début vraiment de quand j'ai pu aller sur les compètes pro, et direct après j'ai enchaîné à aller sur les compètes aux États-Unis, un peu partout, au Canada. Et donc j'ai été accepté de faire les compètes sur ces dates-là. Je me rappelle, on était allé à Vancouver, il y avait le Slam City Jam. Il y avait le Montréal, il y avait une grosse compète à Montréal. Il y avait à Toronto, il y avait le West 49. C'était une compète sponsorisée par la chaîne de magasins. Il y a des compètes en Californie. Il y avait, enfin, il y a plus toutes les compètes en Europe, mais que en Europe, j'avais déjà vu, j'étais européen, j'avais déjà été dessus. Mais voilà, donc c'était le début, mon lancement sur les compètes pour être en étant pro aux États-Unis. Et donc à ce moment-là, je vivais toujours principalement à San Diego maintenant, à ce moment-là, mais j'avais toujours mes sponsors en Europe. J'étais toujours chez Globe en Europe, Quicksilver, donc je revenais quand même entre les compètes en France et en Europe pour faire les compètes pour mes sponsors. Et bref, d'une chose à une autre, je suis retourné aux États-Unis encore après. Et puis c'est là que Kevin Stab m'a invité à skater la rampe de Tony Hawk parce que je savais pas à l'époque, mais en fait c'était le meilleur ami de Tony Hawk. Et donc il m'a invité à aller skater la rampe de Tony Hawk. J'y suis allé, on a skaté ensemble et puis à partir de ce moment-là, voilà, on skatait tout le temps ensemble, on s'appelait, j'allais toujours là, est-ce que je peux venir skater à la rampe, et puis quand est-ce que tu skates, il m'envoyait des messages, c'était vraiment c'était devenu un très bon ami. Et donc faut dire que la rampe de Tony Hawk c'était vraiment la meilleure rampe du monde quoi, il y a pas mieux au niveau qualité, c'était The Ramp quoi. Il n'y a pas un truc qui dépasse. Elle est faite au laser. Elle a été fabriquée par des mecs un partenariat avec Paul de Vertical Technique qui est en Suisse et une entreprise qui fabrique des stages, des podiums pour les concerts. Enfin là où ils jouent les concerts avec les stages et tout ça. Et donc c'est Paul qui a fait la rampe et qui pour Tony Hawk, puis bon elle a coûté une fortune, mais c'est devenu la rampe de référence de la meilleure qualité. En plus le plus dingue c'est que c'est une rampe montable démontable. En général les rampes montables démontables c'est des rampes qui sont elles bougent plus parce que elles ont plus de jeu, parce qu'elles sont toujours montées, démontées, montées, démontées, et puis elles sont pas parfaites. Et les rampes fixes sont plus solides, plus compactes et du coup ça roule plus vite, c'est plus rapide et ça permet d'aller plus haut. Et alors que cette rampe pas du tout quoi, c'est vraiment la façon dont elle est fabriquée, c'est la meilleure alors qu'elle est montable démontable. C'est un exploit technique, mais voilà, et c'est après ça que j'ai pu obtenir un visa parce que j'ai rencontré un mec qui avait une agence pour des riders et donc il m'a dit s'il était intéressé de me représenter.
en tant qu'agent aux États-Unis pour m'obtenir des sponsors et travailler avec moi. Et moi, enfin, je voyais ça, j'ai dit, bah, évidemment, carrément, c'est trop bien. Et donc, il voulait être mon manager, agent, et puis il travaillait, à l'époque, il travaillait avec un mec qui était agent dans le baseball américain. Non, pardon, le football américain. Et qui travaillait avec les Padres, les Chargers, pardon. Les Padres, c'est le baseball, et les Chargers, c'est le football américain. Donc, ils travaillaient avec ce mec, et ils ont commencé cette agence, et donc, ils m'ont pris sous leur aile pour me représenter. Et grâce à eux, du coup, ils m'ont obtenu un visa de travail, un O1, c'est un visa pour les athlètes avec les habilités extraordinaires, athlètes de haut niveau, etc. Et ce qui est dingue parce qu'aux États-Unis, j'ai été représenté d'un coup du jour au lendemain en tant qu'athlète de haut niveau. Et donc, je suis passé de amateur à arriver de France à être athlète de haut niveau aux États-Unis. Enfin bref, c'était un rêve qui se réalisait et puis qui devenait réalité, quoi. Et puis, je me rappelle, j'avais rencontré ce mec à La Jolla sur un événement, une œuvre de charité que je faisais avec Kevin Stab et où Tony Hawk était aussi. Puis j'avais été placé sur le truc grâce à Kevin et puis Tony qui gérait complètement qui venait et qui venait pas. Et sur la rampe pour skater. Et c'était voilà, c'est rien que d'y penser, c'est nostalgique, quoi. Et en continuant de skater avec Kevin et Tony, il y a un moment où je progressais de plus en plus, je skatais de plus en plus régulièrement avec Tony Hawk, et puis là un jour Tony je me rappelle très bien, j'étais allé faire une session, je crois que j'avais skaté tout seul ou avec une ou deux personnes, mais Tony n'était pas là. Et puis ensuite j'étais en train de rentrer en voiture et là je vois un message de Tony qui m'avait appelé et puis tout de suite je le rappelle direct et puis il me répond et puis tu m'as appelé, désolé j'ai loupé ton appel et puis il me fait comme ça je t'ai appelé, c'est parce que j'avais quelque chose à te demander, je voulais savoir si tu voulais venir rider avec moi pour Birdhouse. Et donc, être pro chez Birdhouse. Et là, j'étais là. tu déconnes ou quoi? C'est une histoire de dingue. J'ai dit, mais carrément. J'étais fou, quoi. J'ai Tony Hawk qui m'appelle et qui me demande si je veux rider et être pro pour sa marque. Et être sur le team. Donc, j'ai dit, mais ouais, je signe tout de suite. Oui, oui, oui. Et donc, voilà, c'est l'histoire qui a commencé comme ça, où je suis rentré sur le team Birdhouse, et puis à partir de là, il y a plein de choses qui se sont passées et qui se sont déroulées, et puis évidemment, grâce à Tony, je vais m'arrêter là pour ce soir, parce que c'était la partie 2 de mon parcours, de savoir comment je suis en fait arrivé à être pro aux États-Unis et puis à passer pro chez Birdhouse, qui était ma première marque aux États-Unis à me passer pro. Et du coup, là, ce que je ferai, c'est que là, je vais arrêter le live et la semaine prochaine, vendredi prochain, je raconterai vraiment ce qui s'est passé ensuite. Mais j'ai vraiment des anecdotes, plein d'anecdotes avec des voyages avec Tony, Kevin, Jason Ellis, Bam Margera, plein de skateurs géniaux, quoi, que j'aurais jamais pu rêver skater avec eux ou encore moins être sur le team avec eux. Et donc voilà, je vous raconterai cette suite de l'histoire vendredi prochain. Et en tout cas, je vous souhaite en tout cas une bonne soirée. Ceux qui veulent le replay, il sera disponible sur le groupe Facebook. Et voilà, donc à la semaine prochaine pour la troisième partie. À bientôt Nina, j'espère que ça t'a plu. Bonne soirée. Allez, ciao!